J'ai été licenciée parce que la matière a fermé, donc tu perds ton boulot, ça m'était jamais arrivé. De son côté, Renaud, il a eu aussi des grosses galères au niveau de son travail. J'ai eu un petit drame perso. Voilà, tout ça, hop, comme une grosse claque un petit peu en même temps. Il y a trop de choses dans la vie qui commençaient à être chamboulées et t'as un besoin vital en fait de pouvoir te retrouver. Je sais pas ce qui m'a pris un jour à l'automne. Je l'ai écrit parce que je me suis dit après je vais renoncer. Je l'ai écrit comme ça, il pourra me le rappeler. J'ai dit si tu veux, je veux bien courir avec toi. Je veux bien faire le marathon de Paris l'année prochaine. Voilà, c'est écrit. Alors je vais être chiante, il va falloir que tu me supportes. Et du coup, c'était là comme un espèce de petit contrat. Et puis, de fait que ça a été ce contrat-là que je l'ai écrit, et je me suis autorisée, même imposée. Ces petits temps le soir où en rentrant du boulot ou quand on rentre du boulot, on prenait juste 1 heure et c'était devenu aussi important que de faire les courses ou de faire la machine ou ou de faire à manger ou voilà, c'était devenu obligatoire. Et en fait, je pense que si tu te l'imposes pas, tu le fais pas. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode une coureuse amatrice, Amy Gelé. Amy a une histoire tout à fait singulière avec la course à pied, susceptible d'inspirer, je l'espère, nombre d'auditeurs de Course Épique. Amy a connu une vie de famille et professionnelle accomplie pendant près de 20 ans entre ses occupations de mère de famille nombreuse, son métier de sage-femme, le conservatoire de musique et les concerts dans un orchestre philharmonique. Amy ne s'était alors jamais vraiment accordé la possibilité de pratiquer du sport et notamment la course à pied. À l'approche de la quarantaine, Amy a été confrontée avec son mari Renaud à une période difficile qui a mis leur couple à l'épreuve. Des problèmes de santé pour elle, un deuil douloureux, des difficultés professionnelles pour tous les deux. Amy a alors eu besoin de retrouver confiance et de s'accorder du temps pour elle. Elle a ainsi chaussé les baskets un jour de 2014 et décidé d'accompagner Renaud sur l'un de ses entraînements de course à pied. Le départ d'une aventure insoupçonnée et insoupçonnable qui mènera rapidement Amy sur des distances de plus en plus longues et des performances très vite remarquables, comme l'illustrent notamment les 100 km de Millau dont elle va nous parler plus particulièrement aujourd'hui, son titre de vice-championne de France de marathon en 2016, ou encore sa place de première française au marathon de Berlin en 2019 en 2h57, à l'âge de 45 ans. Vous allez l'entendre, cet épisode est chargé d'émotions et un sacré condensé d'inspiration. Mais je ne vous en dis pas plus. Amy va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Nouveau cap. Bonjour Amy et bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui, même ce soir, pour tout dévoiler des conditions d'enregistrement de notre épisode d'aujourd'hui. Comment ça va ? Enchantée Guillaume. Bonjour aussi, je suis ravie et flattée que tu m'aies contacté. Ça va très bien. Tant mieux. On enregistre cet épisode le 18 janvier qui marque malheureusement les 2 ans de la disparition de Jean-Pierre Bacry, qui était auteur de multiples bons mots et qui a notamment livré une citation que je trouve intéressante et que je voulais partager avec toi, qui est la suivante. Il cite un homme politique qui a dit « Je suis optimiste parce que le pessimisme, ça ne sert à rien ». Et il dit que c'est vrai, anticiper le malheur, c'est le vivre éventuellement 2 fois. C'est une attitude qui n'est pas très productive. Est-ce que c'est un point de vue que toi tu pourrais rejoindre ? J'ai le sentiment que tu as une personnalité riche d'optimisme et que c'est une des composantes de ta personnalité. Est-ce que en ça, tu rejoins le regretté Jean-Pierre Bacry ? C'est clair, t'as vu juste. Alors Jean-Pierre Bacry, je l'aime bien en plus. Mais effectivement, l'optimisme, c'est la vie. Hein. Franchement, moi, c'est mon, c'est ton moteur. C'est vraiment l'optimisme dicte pas mal de mes positions, de mes décisions, instinctivement même. Tu verras après dans le parcours de vie haute, quand tu connais des coups durs ou ça te permet de rebondir. C'est un petit truc qui est... Moi, je l'ai accroché en moi, franchement. Voilà. Depuis toujours ? Même les journées difficiles. Depuis petite. Hein. Je me trouvais bizarre parce que j'étais comme ça même. Donc, ouais, non, depuis toujours. Franchement, rester positif. Tu souris, tu pars jamais fâché le matin quand tu quittes quelqu'un. Voilà, ça je l'ai réappris plus tard aussi, mais oui, faut rester. Il a vachement raison. Faut rester optimiste et positif, quoi qu'il en soit, même dans le pire, c'est ce qui te permet de rebondir et de repartir, même en courant d'ailleurs. Mais, voilà.
Idéalement, c'est l'idéal. Idéalement. Vous êtes raccord avec Jean-Pierre en tout cas. Amy, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, à ton parcours de vie, est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter à nos auditeurs dans les grandes lignes, très grandes lignes? Oui, bien sûr. Donc, Amy, j'ai 48 ans déjà. Je suis née... Seulement? Ouais, déjà seulement, comme tu veux. Je suis née... Oui, pour être optimiste seulement. Je suis née au Canada. J'ai vécu 13 mois. On est revenu vite en France. Donc, je suis d'une famille qui est complètement canadienne. J'ai grandi en France, donc d'un papa chercheur en maths, une maman qui était instite, mais qui nous a élevés. On est 5 enfants, on est 5 frères et sœurs, donc qui nous a élevés. Voilà, j'étais pas du tout dans une famille sportive. Moi, j'ai grandi dans une ambiance très familiale, très soudée. J'ai fait de la musique. Voilà, j'ai aujourd'hui 4 enfants. J'habite pas loin de Paris, dans la belle région de Fontainebleau. Le Voilà, en gros. paradis du trailer, Ouais, en tout cas francilien. c'est ça. On a vraiment de la chance. Amy, tu l'as dit très brièvement, mais ton enfance, elle était plus marquée par la musique en tout cas que par le sport. S'il y avait un marqueur à placer sur ta passion du moment, est-ce que tu peux nous raconter ton intérêt pour la musique et puis voilà ce qu'était aussi le sport et la place que tenait ou ne tenait pas le sport dans tes plus jeunes années? Oui, alors la place que ne tenait pas plutôt parce que moi j'étais tout sauf dans une vie de sportif. C'était même très très loin des préoccupations de ma famille élargie. Comme je t'ai dit, papa il était chercheur en maths à la fac, il était musicien, il faisait de la flûte. Et puis nous, moi je suis donc l'aînée de 4 sœurs, on est 4 filles en 4 ans et j'ai un petit frère plus tard et on a toutes fait de la musique. Enfin tôt, relativement tôt, oui, primaire, collège, lycée, ça a été vraiment moi mon curseur de vie. Et bien sûr l'école parce qu'il fallait bien travailler à l'école. Voilà, t'as un papa prof de maths et une maman qui a été enseignante au Canada. Pas le Voilà, choix. l'école c'était hyper important. Donc oui, mon enfance elle a été surtout tournée, une enfance super agréable dans une famille qui a créé des liens. En fait, on est très unis parce que quand tu quittes un pays, quand tu quittes le Canada où on avait tout le monde, mes oncles et tantes. Voilà, mes parents étaient un peu expatriés en France. Ça resserre un petit peu les liens entre nous, surtout qu'on est 4 filles en 4 ans, donc c'était vraiment les 4 sœurs, donc dans une ambiance familiale heureuse et puis sereine. Donc voilà, moi j'ai grandi surtout, je te dis, on a fait de la musique assez tôt. Moi perso, c'était le violon. J'ai une petite sœur qui faisait du piano, une autre qui a fait du violoncelle, mon frère qui a fait de la trompette. On était plutôt près de C'est de quoi l'orchestre faire un orchestre que de philharmonique à vous toutes. que À vous tous. que de l'équipe de foot. Donc ça a pris beaucoup de temps. J'ai très vite été au conservatoire de Tours où j'avais un très bon niveau. J'ai terminé le conservatoire, j'ai eu mon diplôme de fin d'études en fait au lycée. Et pour te dire, en exemple, au lycée, je pense, j'allais tous les soirs au conservatoire après les cours. Parfois, je rentrais, j'avais 4 heures de solfège par semaine, de la musique de chambre, de l'orchestre, les cours de musique. Donc, j'y passais au moins une dizaine d'heures de cours par semaine, plus la pratique, plus le lycée. J'habitais pas dans la ville de mon lycée, je prenais le train le matin, le train le soir, toujours avec mon violon sur le dos. Enfin, il était greffé sur mon dos. Voilà, c'était mon univers. Tu as fait quelques tentatives de sport par la force des choses, notamment dans les crosses de collège. Est-ce que tu sentais, même si c'était un univers dont tu te sentais un peu loin, que tu avais quelques facilités pour ça ou quelques prédispositions éventuelles? Ouais, c'est peut-être un des seuls sports. Enfin, j'aimais bien le sport, aller prendre l'air. Ça me sortait justement de toute l'ambiance un petit peu studios que j'ai connue petite. Mais ouais, je me souviens des petites séances de sprint qu'on a pu avoir dans le peu de courses à pied que j'ai fait au collège. J'adorais ça en fait. Je démarrais et je partais. J'ai gagné une fois, les autres s'étaient trompés de parcours, c'est un peu pour ça que j'ai gagné, mais voilà, j'adorais On partir à dévoile fond. pas les secrets. J'adorais un peu les petits défis, et voilà, je suis très joueuse en fait, donc tu me lâcheras pas dans un casino, c'est dangereux. Donc ouais, même pas cap, tu vois, ça marchait tout de suite. Donc il fallait partir en sprint, aller rallier une ligne, ouais, je partais à fond et ça j'aimais bien. Et ça Et marche alors encore du aujourd'hui, coup, le même pas cap, le côté ouais, joueur. ouais. Ça n'a pas changé. Tu nous Oui, auras l'occasion de nous le dire un peu plus je tard. suis tout à fait là-dedans. Et ouais, le caractère change pas, hein, même 48 ans plus tard. Oui, donc du coup les crosses, t'es obligé quand tu es au collège de faire les crosses du collège. Donc j'ai fait avec le collège, mais la première étape, tu sais, t'as le cross du collège, après le départemental et puis etc. Alors que je m'entraînais pas du tout, j'arrivais dans les filles qui étaient qualifiées. Donc
Bon, j'arrivais au bout de ma vie parce que Au j'étais pas talent. entraînée. Voilà, au bout de ma vie, j'ai dit c'est un cauchemar ce truc, mais du coup je me qualifiais et je disais en rentrant à maman, je dis maman, je suis qualifiée mercredi prochain pour les départementaux. Or, le mercredi j'avais le conservatoire et donc c'était toujours compliqué, fallait décaler mon cours, donc je suis aux départementaux. Ensuite je me requalifiais pour les régionaux, j'arrivais dans les, bon, pas devant, hein, mais dans l'équipe des 5-6 pour aller plus loin. Et voilà, au bout des régionaux, maman me disait, Lumi, ça suffit, hein, stop, on a trop raté les cours. Donc voilà, c'était mes expériences de sport, comme quoi j'avais peut-être quelques facilités, oui, en courant, ou en tout cas, ça marchait bien chez moi, quoi. On avance un peu dans le temps. Ensuite, Amy, tu as rencontré à 17 ans Renaud, ton futur mari, qui portait déjà un intérêt pour la course à pied. Ce qui t'a d'ailleurs mené un peu plus tard à ta première expérience sur course, qui n'a pas été forcément concluante, pour ne pas dire un peu dissuasive même, et les 10 km de Tours que tu as couru à 18 ans. Ouais. Oui, j'ai rencontré Renaud assez tôt. J'avais juste 17 ans. En fait, j'étais dans la classe de sa petite sœur et donc lors d'une soirée, il a 4 ans de plus que moi, Renaud. Donc lors d'une soirée, lui dans ses études, on s'est rencontrés, on s'est plus, c'était le coup de foudre et on s'est plus quittés. Voilà. Donc moi, je venais dans mon petit univers, voilà, musique, très scolaire. Je faisais pas de sport. J'étais un petit peu décalée. J'ai toujours été un peu décalée, donc je l'étais déjà. Je pense que ça l'a séduit. Et du coup, lui, était plutôt, lui, il aimait bien le sport. Il a fait du vélo en club quand il était ado, et il commençait à tâter un petit peu de la course à pied au moment où je l'ai rencontré. Et oui, il m'a branché sur ma toute première. Alors oui, la toute première, hein, parce que c'était lui courait les 20 km de Tours. Alors moi, 20, c'était beaucoup trop. J'avais accepté de faire les 10, mais à l'arrache, hein, c'était. On se retrouvait le week-end et lui, il habitait Tours, vraiment juste au bord du départ de la course. Donc il m'a inscrite là-dessus, m'a prêté un de ses caleçons pour te situer le tableau. J'ai mis un vieux t-shirt qui était 10 fois trop grand pour moi, et puis nous voilà lancé dans cette course qui était. Des chaussures en 46. Non, je sais même pas avec quoi j'ai couru. Des vieilles chaussures, comme voilà, des chaussures à moi, quoi. Et puis donc j'ai fait cette course qui est une course qui, oui, il y a beaucoup de monde, hein, des kilomètres de course de Tours, ça a encore lieu. Ça génère beaucoup d'ambiance, de public. Et c'est une grosse course, c'est un bel événement dans la ville. Et je suis arrivée, je sais plus, j'ai dû mettre 1 heure, je crois, au bout de ma vie, encore une fois. Je pense que j'ai vomi sur un des platanes de l'avenue de Gramont. Ça a été voilà, la première et la dernière avant un moment. Et ça t'a déplu, ou ou c'est juste que tu portais pas un intérêt particulier J'étais tout sauf entraînée. J'ai bien aimé l'ambiance, j'ai pas du tout aimé la fin parce que j'étais pas entraînée et parce que c'était un petit peu long par rapport à ce que j'avais déjà fait. J'étais gamine, hein. Je courais pas du tout et j'ai pas aimé me sentir mal à la fin. Ouais, j'ai dit ça, c'est pas pour moi. Tu as ensuite entrepris des études de sage-femme, tu t'es mariée avec Renaud, Ouais. relativement tôt aussi ensuite. Ouais, j'avais à peine 21 ans depuis quelques jours. Je me suis mariée en première année de mon école de sage-femme. Ouais. Tu as été maman pour la première fois à 24 ans et tu as eu 4 enfants en 7 ans ensuite. La course à pied, elle était donc très présente dans la vie de Renaud. Toi, tu as vécu donc finalement par son intermédiaire cette pratique-là et ce sport-là. Est-ce que tu le suivais sur les courses un peu à contre-cœur et de façon un peu détachée, ou est-ce que tu aurais été là pour lui même s'il faisait du deltaplane ou du planeur? Enfin voilà, est-ce que c'était là pour lui, peu importe la discipline, c'était lui témoigner ton soutien et le soutien de la famille? Peu importe, tu t'es embarqué dans ça, donc non, j'y allais, il était passionné, moi j'allais soutenir, accompagner, je vivais ça par procuration, j'aimais beaucoup encourager sur le bord de la route, il en a fait beaucoup des courses, hein. J'ai même souvenir que sur une course on a fait à Nantes, parce que j'ai fait mon école de sage-femme à Nantes, donc ça devait être à nos débuts, donc je suis là au départ pour encourager, ensuite j'essaye, tu te prends au jeu, encore une fois le jeu. J'essaye d'aller sur le parcours un peu plus loin pour prendre des photos, pour encourager, voilà, de recroiser. Et je me souviens avoir fait une course, pas une course, non, avoir été sur le bord de la route avec les sacs de Renaud et celui d'un pote au départ. Et en fait, ils étaient morts de rire parce que je crois que j'ai fait 5-6 kilomètres avec les 2 sacs, uniquement pour suivre le début de la course. Ils me disent, mais elle est folle. Voilà. À 15 elle porte km/h. les sacs et elle va aussi vite que... Non, pas à 15 à l'heure, mais non, mais voilà, ouais, j'aimais bien le suivre, l'accompagner, l'encourager. Alors au début toute seule, et puis après, oui, j'ai été maman assez vite.
Je pense, une fibre maternelle un peu développée parce que, tu vois, ma maman est issue d'une famille de 13 frères et sœurs au Canada. Moi, on était 5 et puis j'ai fait un métier de sage-femme, c'est sûrement pas pour rien. Voilà. Donc j'ai eu mes enfants assez rapidement, donc on a continué à suivre Renaud avec le premier, avec la deuxième, avec la troisième, puis 3 et 4 sont arrivés assez rapprochés tous les deux, ils ont 16 mois d'écart. Donc tant que ça a été possible matériellement, je l'ai fait. Même avec la poussette double et les deux grands, on allait au bord de la route et ils applaudissaient. Ton quotidien, là où on peut chacun, je pense, un peu comprendre la façon dont il s'organisait, mais en gros, ça aussi entre des gardes de 24 heures, les enfants à la maison, la musique, un mari sportif. Ouais. Est-ce que c'était un accomplissement, ce rythme-là au quotidien qui t'accaparait beaucoup, ou est-ce que tu as eu le sentiment de sacrifier certaines choses ou un peu de toi dans cette vie-là à te mettre complètement sous cloche ? Non, sacrifice, j'aime pas ce mot. Tout ça, c'est des choix. Je referai la même chose aujourd'hui. Je suis très heureuse. J'ai une chance incroyable d'avoir d'avoir 4 enfants en bonne santé, les avoir eus facilement. Je pense que c'est un cadeau de la vie. Ceux qui n'en ont pas doivent me comprendre. Voilà, j'ai vécu par mon métier aussi des parcours difficiles. Moi, je sais que j'ai beaucoup de chance. Donc là-dessus, je referai exactement les mêmes choix. Il n'y a pas de sacrifice là-dedans. J'ai été comblée par toutes mes tranches de vie. J'en vis des nouvelles, j'en découvre une nouvelle sur le tard. Mais j'ai vécu pleinement ma vie de maman, mon boulot. Je faisais pas à temps complet au début, mais qui est très riche en émotions. J'avoue que au bout de 15 ans de garde de 24 heures à faire des nuits, je suis contente que ça se soit fini. C'est pas de mon fait. La matière a fermé comme beaucoup de matières, mais voilà, les gardes, c'est quand même un petit stress, c'est quand même toujours, tu sais pas ce qui va t'arriver, tu peux avoir 12 accouchements en même temps ou rien de la nuit. Et en tout cas, c'est fatigant. Voilà, c'est fatigant de travailler de nuit. Est-ce que tu arrivais quand même à t'autoriser du temps pour toi ou du temps de loisir, ou ça ne venait même pas à l'esprit au-delà du fait d'être peut-être compliqué matériellement à entreprendre ? En fait, j'y pensais même pas. J'étais vraiment absorbée à 1000% dans ma vie, dans le quotidien, dans ma vie de maman. Ça a été peut-être que, je te dirais, au fil des années, mon quotidien, tu vois, dans la vie de couple, il y a les deux professions à équilibrer. Moi, j'étais plus auprès des enfants et j'avais pas un temps plein, donc voilà, j'assumais plus le quotidien. J'ai un mari qui avait un poste qui l'a amené à être très pris et de plus en plus pris, voilà, au fil des années. Et c'est vrai que là, par contre, peut-être que tu as une charge en tant que maman qui devient peut-être lourde en fait au niveau d'assumer le quotidien, les enfants qui grandissent et peut-être à certains moments, je reproche pas, mais l'absence par le boulot qui prend beaucoup de place, voilà, dans le couple. À proche de la quarantaine, ta vie a été bouleversée sur pas mal de plans professionnels et personnels. Est-ce que la projection dans le sport, ça a été pour toi une façon d'avancer, de créer un nouvel élan, d'aussi partager des choses avec Renaud et vous aider aussi à vous retrouver alors que l'environnement tanguait pas mal ? Je me suis projetée bien malgré moi en fait. Ça a été, j'ai eu comme je t'ai dit tout à l'heure, là, j'ai été licenciée parce que la matière a fermé. Donc tu perds ton boulot, ça m'était jamais arrivé. Tu te retrouves bien malgré toi, alors que j'avais pris des congés parentaux. J'aime profiter de mon temps, mais là quand c'est pas choisi, c'est subi, ça déboussole un petit peu. Son côté, Renaud, il a eu aussi des grosses galères au niveau de son travail, qui lui ont pris beaucoup de temps. J'ai eu un petit drame perso. Moi, j'ai ma petite sœur qui est décédée. On a 13 mois d'écart. Donc, elle avait juste 40 ans. Voilà, tout ça, hop, comme une grosse claque, un petit peu en même temps. On a eu besoin, l'un comme l'autre. Tu vois, il y a trop de choses dans la vie qui commençaient à être chamboulées et t'as un besoin vital en fait de pouvoir te retrouver. Et je sais pas ce qui m'a pris un jour à l'automne. Je l'ai écrit parce que je me suis dit après je vais renoncer. Je l'ai écrit comme ça, il pourra me le rappeler. J'ai dit si tu veux, parce que Renaud avait envie que je cours un petit peu ou alors pour être tout à fait honnête, j'avais fait 1 ou 2 fois la Parisienne avec 2 copines. Ça a un petit peu commencé réellement comme ça, mais bon, c'était 5-6 kilomètres, c'était pour les accompagner. Et il m'avait dit, viens courir avec moi. Du coup, j'ai dit, ok. Alors, je l'ai écrit, je lui ai fait un petit mail. Je dis, comme ça, tu pourras me le remettre sous le nez.
je veux bien courir avec toi, je veux bien faire le marathon de Paris l'année prochaine. Voilà, c'est écrit. Alors, je vais être chiante, il va falloir que tu me supportes. Et du coup, ben, c'était là comme un espèce de petit contrat. Je me suis dit, comme tu t'es lancé un défi, ben, hein, t'es cap, t'es pas cap, voilà. Vas-y. Et ben, c'était parti en fait. Il a dit bon, bah alors c'est parti. Lui, il avait beaucoup de, il savait comment on s'entraînait. Hein, il courait depuis super longtemps. Il avait été un petit peu en club. Donc ça a été ma chance aussi, c'est qu'il m'a apporté beaucoup de ses connaissances en termes de course à pied et d'entraînement. Donc je me suis complètement laissée porter. Et puis, bah, de fait que ça a été ce contrat-là, que je l'ai écrit, et ben je me suis autorisée, même imposée, ces petits temps le soir où en rentrant du boulot ou quand on rentre du boulot, ben on prenait juste 1 heure et c'était devenu ben aussi important que de faire les courses ou de faire la machine ou voilà ou de faire à manger ou voilà, c'était devenu obligatoire. Et en fait, je pense que si tu te l'imposes pas, ben tu le fais pas. Voilà, ça a démarré comme ça et ça c'était ben fin 2013 début 2014. Donc c'était le premier moment où tu t'autorisais un peu de temps pour toi et Ouais, et après ben c'est devenu vraiment un moment où ben on avait 1 heure, on se vidait la tête, Renaud est super bavard donc on papote pendant 1 heure et puis ben c'était notre petit rituel. Et ben c'était aussi une période où les enfants avaient grandi, c'était au collège, tu pouvais se garder tout seul, voir ça leur faisait plaisir. Donc donc voilà, c'est une parenthèse qui a convenu à tout le monde, puis c'est rentré dans nos habitudes. Alors au début pas aussi souvent qu'aujourd'hui, mais ne serait-ce que 3-4 fois par semaine, ça, là avec un peu de recul, on se dit que ça a été presque salvateur. Ça nous a permis de nous retrouver, nous recentrer. Effectivement, c'est une soupape, quoi. Tu respires. tu as eu très vite envie de te projeter sur des projets sportifs ambitieux. On l'a entendu, tu as prononcé le mot marathon assez rapidement alors que tu démarrais ou tu redémarrais la course à pied seulement. Est-ce que tu mesurais l'ampleur de la tâche? Un marathon, voilà, faut jamais minorer ce que ça peut être. Est-ce que c'était justement ça, la motivation? Est-ce que le fait aussi, ce que tu expliquais, de savoir que tu avais Renaud à portée de main et à portée d'expertise, finalement, c'était très rassurant pour toi, pour t'aider à t'accompagner dans des défis dont toi, tu avais envie nécessairement qui te challenge aussi un peu? Ouais, faut que ça me challenge. Ça, 5 c'est questions sûr. en une. Faut que ça me challenge. Bah, un marathon parce que tant qu'à faire, voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. Forcément, si je pourrais, voilà, je me disais, pourquoi tu en serais pas capable. Et puis peu importe, moi c'était juste de le faire. Je savais pas du tout si j'allais partir pour m'embarquer pour 5 heures, pour 6 heures, si j'allais marcher. Mais voilà, j'avais dit que je m'engageais à le faire, donc je me laissais guider et ça c'était l'objectif. Donc effectivement c'était complètement fou parce que n'ayant jamais, enfin je courais pas quoi, j'avais rien fait. J'avais fait 1 fois la Parisienne avec des copines, mais c'est rien du tout. Et donc on s'est mis C'est un là-dedans. début. Ouais, c'était le début, puis c'était le contrat, comme si c'était sur le papier. Donc janvier 2014, ben on a dit allez, on va programmer quelques petites courses, on m'a offert même ma première licence au club. Il avait un bon copain, Thierry, que je remercie du coup parce que quand t'as une licence Tu lui dois après, une fière chandelle là, je pense, ouais. C'était ouais, une voilà, autre forme il de se contrat pour toi reconnaîtra. aussi, probablement. Qui me l'a offert. Et puis, on s'est inscrit à un 10 km en janvier. Puis, on avait programmé le semi de Paris et puis le marathon. Donc voilà, ce 10 km, je l'ai fait. C'était à Paris-Faux, c'est les 10 km du 14e. Bah pas si moche parce que j'ai fait 46, je crois. Donc pour une toute première course, ils étaient déjà impressionnés et je m'étais qualifiée en fait aux France de 10 km juste avec cette course-là, tu vois. Donc voilà, c'était. Quelle insolence. Oui, bah je suis arrivée morte encore une fois, mais voilà, c'était le début là. Je suis qu'une amatrice, hein, quelle insolence. On est tous le champion de quelqu'un, Bien mais sûr. voilà, il y a infiniment meilleur que moi, et c'était par contre une bonne surprise pour ce que j'étais à l'époque. Donc voilà, on continue de s'entraîner. J'ai fait le semi de Paris un petit peu après, en mars, en 1,37. Je crois que j'ai eu des crampes à la fin. J'étais tellement naze sur la ligne d'arrivée que je crois que je me suis retournée et je pensais que c'était Renaud, et c'était pas Renaud. Je me suis jetée dans les bras d'un autre, bon, qui s'en souvient encore. Et donc voilà, 1,37, donc je m'étais qualifiée aussi pour les France de semi. Et ça, c'était de bon augure, mais on savait pas du tout comment ça allait tenir au-delà du semi-marathon. Voilà, c'est toujours un autre monde au-delà du 30e. On connaît tous l'expression du mur, voilà, comment tu tiens dans le long. Et bon, on s'est dit 4 heures, ça sera beau.
si tout va bien. Voilà. Et bon, si tu te claques pas 3 semaines avant, par exemple. C'est ça, tout n'a pas été bien. Parce que je me suis acheté des petites chaussures pour faire de la piste pour essayer. Et puis, j'étais pas assez entraînée ou pas assez chauffée, je ne sais pas. Je me suis claquée. Voilà. L'ischio, impossible ça devait être en mars. Donc, tu vois, 3 semaines, un mois avant le marathon de Paris. Le vrai claquage, là, le truc qui se contracte, qui fait très mal, impossible de mettre la jambe par terre. J'ai eu des béquilles pendant une semaine. Voilà, donc c'était mal engagé. Donc j'ai laissé filer 15 jours tranquillement. Et puis je me suis dit fin mars. Ça t'a inquiété? Est-ce que tu étais sereine dans la mesure où c'était un premier? Est-ce que cet imprévu, ça a pu amplifier une éventuelle crainte? Heureusement que c'était un premier. Et du coup, je me suis dit ça va bien. Je suis assez positive, moi. Je suis pas très bobo. Ouais, donc je suis un peu optimiste, comme on a dit au début. Et puis, je dis, on verra bien. Et je me suis dit, si jamais je peux faire un petit footing le samedi d'avant, me poser, je fais des petits pas, hein, j'ai des petits pas je suis pas une grande sprinteuse, je fais des petits pas de fille qui fait du long. En fait, je le savais pas encore, mais j'étais faite pour ça. Et en faisant mes petits pas, je suis arrivée à faire mon footing. J'ai même fait un petit 10 km qui était dans le coin avant, la course des jonquilles. Et je dis, allez, j'ai réussi à faire ça, donc la semaine prochaine, je dois réussir à courir. Voilà, c'était l'enjeu. Et quand on est allé au salon du running retirer notre dossard, j'ai quand même demandé à un monsieur qui tenait un stand, c'était un kiné, il tenait un stand de bande de tape. Je me suis dit que ça serait pas mal de mettre ça sur ma cuisse pour le marathon. Donc je lui ai expliqué mon cas et il m'a dit, mais vous allez courir dimanche? Et là, j'ai dit oui. Et je pense que dans ses yeux, il m'a pris pour une folle, mais voilà. Donc je suis partie sur la ligne, voilà, sur le départ du marathon de Paris, sur la ligne de départ le dimanche matin. Mais alors pas fière du tout. J'avais quand même là les pétoches parce que entre ce que tu mets sur le papier ou ce que tu dis oui je vais le faire et puis là en fait sur la ligne de départ il y a un monde de fous. Ça y est, et tu dis dans quoi je me suis engagée. Voilà, j'étais pas fière. Mais à l'arrivée, tu l'étais, en tout cas. Ouais. 3h32 plus tard. Ouais, c'est ça. Alors, c'est là que je pense que c'est peut-être la plus grosse surprise. C'est que, faut dire dans quelles conditions j'ai pris le départ, du coup, avec ma cuisse qui était pas encore bien remise, ma bande que j'avais mis comme on m'avait un petit peu expliqué. J'avais pas de montre, j'avais pas de ravito. Renaud m'avait dit je reste avec toi, donc je te dirai un petit peu les chronos ou les allures, et puis t'inquiète pas, je porte tout. Voilà. Donc on est parti. Petite mention pour les courses féminines, compliqué de faire pipi au départ d'une course pour une femme. Donc voilà, je fais ma petite pause même. Allez, dans Paris, on ne dira pas, mais derrière un poteau. On fait tout le début, tu montes vers Vincennes. Là, ça me tire un peu la cuisse quand même au début, mais ça passe. On redescend sur les quais. La descente fait un petit peu de bien. On arrive rapidement le SMI vers le 30e. Et puis là, le 30e, tu sais, t'as les petits passages un petit peu sous les tunnels. Il y a la montée. Ouais, voilà, ils font un petit peu mal. mais j'allais pas mal. Et puis là, un peu vers les tunnels, Renaud me dit, c'est la grosse surprise quand même. Écoute, je suis pas super bien. Je pense qu'en fait, il s'était pas ravitaillé. Il avait un peu sous-estimé peut-être notre petite allure. Puis je sais pas s'il avait un petit coup de moins bien, une hypo. Il m'a dit, je suis pas bien en fait, mais t'as l'air d'aller. Donc vas-y file. Je t'assure, vas-y file. Donc si t'es sûr. Donc, je pensais qu'il allait juste faire une petite pause, peut-être technique, et puis me retrouver après. Donc j'ai filé. Donc sans chrono, sans montre, sans ravito d'ailleurs, hein, j'avais plus rien à bouffer, c'est un petit peu un petit peu à la one again. Je fais la côte là qui remonte vers Boulogne, et puis je me retournais de temps en temps quand même, j'étais sûre qu'il allait me rejoindre, puis non. Donc en fait, j'ai continué sans du tout notion de chrono, mais pour finir mon marathon, et puis me voilà arriver quand même sur les champs là, sur la fameuse ligne avec les pavés, et il était pas là. Je dis, c'est quand même con, ça. Il a fait plein de courses avec des potes pour les accompagner sur la ligne de départ. Je suis mon premier marathon et il est pas là. Mais voilà, la grosse c'était, donc je l'ai fait toute seule, cette ligne d'arrivée. C'était très surprenant parce que, 3:32, jamais j'aurais imaginé, mais jamais, faire un chrono, de cet ordre-là, qui m'a qualifié d'ailleurs aussi aux France de marathon, du coup, pour le coup. Et puis j'ai attendu Renaud, il arrivait pas très longtemps après, hein, il arrivait 8 minutes après, mais on était super contents. Donc 4 mois après avoir commencé la course à pied, tu t'es donc qualifiée pour les championnats de France du 10 km, du semi et du marathon. Ouais.
Je sais pas quoi te dire. Insoupçonnable. Ouais. C'est ça, insoupçonnable. Là, pour le coup, toutes celles qui me connaissaient disaient, mais t'as fait ça? Voilà. Donc, c'était vraiment la grosse surprise. Je dis, c'était pas du tout dans mes cordes et dans ma vie et dans mon parcours de vie. Donc, oui, c'était une grosse surprise. Au niveau du club, voilà, c'était une grosse surprise. Un peu la belle histoire. Cette envie, donc on l'a compris tout à l'heure, elle est née de cette envie de repartager des choses avec Renaud et de vous chouchouter et de retrouver du temps de qualité, en tout cas des moments précieux ensemble. Est-ce que tu penses que ce seul fait-là qui a compté beaucoup, ou est-ce que c'est la course à pied en soi qui était aussi une discipline que tu as très vite chérie et qui t'a plu et qui t'a fait du bien, à laquelle tu t'es montrée réceptive, ou ça aurait pu être un autre sport ou pourquoi pas une autre activité, où vraiment la course à pied, il y avait quand même un truc de ce que tu disais peut-être sur tes plus jeunes années, peut-être des prédispositions quand même et un intérêt particulier quand même pour ce sport-là? Oui, je pense qu'il y a plus un truc avec la course à pied. Hein. Il y a plus un truc avec la course à pied. Je me suis vite plu parce que je me suis prise au jeu. Moi, je me suis prise au jeu quand tu arrives à faire des résultats, bien malgré toi, on va dire. Mais voilà, j'arrivais à les sortir. Je voulais faire de mon mieux. Et puis, en fin de compte, j'ai très vite été dans des résultats tout à fait, voilà, que je trouve tout à fait corrects. Hein, même si je suis pas une pro, rien du tout. Mais quand tu commences à faire des podiums, qu'on t'encourage, que les enfants, ben, se piquent au jeu aussi. Mais ça joue aussi peut-être le fait qu'il n'y ait pas d'enjeu, le fait que toi tu te mettes pas de pression et que le plaisir soit toujours la clé d'entrée pour ce sport. Est-ce que ça peut aider la performance finalement et la servir parce que ça t'en détache? Je sais pas si je me mets pas de pression, en fait. Tu veux dire que les nuits d'avant les courses, je ne dors pas. Parce que justement, j'ai pas grandi là-dedans et pour moi, c'est toujours j'ai peur, en fait, quand on m'inscrit sur une course et, j'ai peur de quoi? J'en sais rien, d'ailleurs, mais, enfin, C'est j'ai plus peur par dans rapport à toi ou par rapport aux autres? Est-ce que ça peut être ça le sujet aussi? Est-ce que tu as envie de pas te décevoir toi, ou est-ce que ça compte aussi beaucoup le regard de Renaud, de la famille proche, de tes amis? J'ai commencé à faire des podiums régulièrement et c'est vrai que du coup, le regard des autres compte. En tout cas, quand tu es dans ton secteur géographique, il y a quand même une petite pression qu'on te met. On t'attend un petit peu, puis petit à petit, on annonce ton nom sur la course, on te repère. Donc, c'est très confortable en fait d'être anonyme au départ d'une course. Effectivement, il y a Je pas vois de bien de quoi pression. tu parles. Il y a pas de pression. Donc, quand tu vas par exemple loin, on te connaît pas, ben je suis confort. Voilà, quand on ne connaît pas, quand on t'attend pas, ça t'enlève un petit poids quelque part effectivement. Et ensuite, bah il y a toujours ce petit défi de faire le mieux qu'on peut. Et je sais que pour moi, il y a des distances qui me font plus peur. Le court, tu vas vite et c'est plus violent. C'est quelque chose qui m'a toujours fait peur parce que je sais que bah c'est dur, donc du coup tu souffres. Et c'est peut-être un petit peu ce combo-là, un peu du regard des autres, la pression que tu te mets toi-même pour faire de ton mieux, et puis de fait que tu vas savoir, tu sais que ben c'est pas facile, hein, voilà, tu vas devoir aller chercher le mot au fond de toi, et puis la satisfaction, je l'ai moi souvent une fois la ligne d'arrivée passée. Je comprends pas trop quand on me dit profite, mais de quoi j'en peux plus, je veux juste que ça se termine. Voilà. Tu as enchaîné ensuite, avant de nous mener jusqu'à Millau, au mois de septembre 2018, tu as enchaîné d'autres performances et des expériences un peu épiques sur des courses. Millau, on aura le temps de le développer, mais voilà, est-ce qu'il y a des courses marquantes, peut-être par leurs résultats, mais au-delà de ça, surtout par leur expérience, qui t'ont marqué au fer rouge? Des courses épiques un peu marquantes, il y en a pas mal. Je vais peut-être choisir le marathon de Tours en 2016. Alors c'est parce qu'il était à Tours déjà, donc c'est la ville dans laquelle j'ai grandi et on a grandi, on a été étudiants. C'était support des championnats de France cette année-là. Donc comme voilà, j'ai été qualifiée plusieurs fois. C'était un championnat que j'ai fait. C'était pas mon premier, mais c'est un championnat auquel j'avais décidé de participer, sur lequel je me suis engagée. Donc il était en septembre. C'est une course qui nous a fait circuler dans Tours, dans pas loin des villages de où j'ai grandi. Donc tu reviens un petit peu plein de parcours. Et donc c'est là, voilà, genre, pensant à ma petite sœur qui était partie l'année d'avant aussi. Donc ça, tout ça, il y avait voilà, une course qui portait beaucoup d'émotions. Et ce jour-là, la veille au dossard, quand je suis allée le récupérer, tu sais, t'as des chronos d'engagement. Donc j'étais dans le sas où il y avait les meilleurs dossards. Donc tu vas chercher ton dossard.
Et le monsieur de la Fédé qui me donne mon dossard me regarde en rigolant et il me dit « Ah, podiumable !» Voilà, c'est un petit mot qui m'est resté et je l'ai regardé. Voilà, j'ai souri un peu timidement, j'ai pris mon dossard et puis ça m'est resté dans un coin de la tête. Et donc le dimanche matin... Et il a eu raison. Ouais. Ça m'est resté dans un coin de la tête en fait. Et voilà, donc j'ai pris le départ du marathon. C'est pas un parcours hyper facile, c'est des petites routes. Voilà, il y a une partie en béton qui te casse un peu les jambes. Et dès le semi, j'en avais un peu plein les pattes. Je me souviens que j'ai eu des crampes. Il paraît que le retour est un peu long et un peu monotone, de ce que j'ai entendu des gens qui m'en ont parlé. Ouais, c'est un aller-retour. On traverse le Cher vers Azay-le-Rideau et on revient de l'autre côté de la Loire, puisque le Cher et la Loire se rejoignent. Et donc l'allée, il y a une partie qui est usante parce que c'est sur les bords de Cher et c'est une portion en béton. Et en fait, le béton, quand t'as l'habitude, c'est beaucoup plus dur pour les jambes que le bitume. Voilà, ça tapait plus et en fait, j'ai accusé le coup sur le retour où c'est des petites routes, comme tu dis, c'est long, ça a fait des petites vaguelettes, c'est une route bombée qui est pas forcément bien goudronnée avec quelques nids de poules. Ouais, le retour est un petit peu éprouvant. Donc j'ai crampé un peu au retour et en fait, j'ai vu des gens quelques coureuses élites qui avaient abandonné, qui s'étaient pas présentées et la moto qui était pas loin, donc podiumable, voilà, dans un coin de la tête. Bon signe, la moto qui commence à arriver. Podiumable. Voilà. Renaud a été avec moi au début parce qu'il a fait le marathon aussi sur la course open. Et puis il m'a laissé sur la fin parce qu'il avait, il avait un petit peu de mal à finir. On a un petit peu d'écart sur le chrono. Et il m'a dit vas-y, c'est ta chance. Donc je me suis accrochée et puis revenir avec. J'ai fait deuxième finalement dans ma catégorie. Donc tu monter sur un podium de championnat de France, c'est pas rien dans la vie d'un coureur amateur. Et c'est un moment assez fort. Voilà, une des courses marquantes comme tu dis. Merci beaucoup, Amy. On va passer désormais à notre rubrique, le questionnaire de Proust. J'ai 3 questions à te poser. La première d'entre elles, est-ce que tu peux nous parler du moment qui a changé ta vie pour toujours? Ou en tout cas, il y en a eu probablement beaucoup, mais un que tu as envie de partager là plus particulièrement. Je peux être très originale. Je vais te dire... Les enfants. Non. Ah non, okay. C'est souvent Avant ça. Les enfants. Je veux dire quand j'ai rencontré Renaud, parce que t'as pas d'enfants si t'as pas le papa de tes enfants. C'est vrai. Hein. Ça aide. Voilà, et ça fait quand même... j'avais que 17 ans, donc ça fait 31 ans qu'on est ensemble. Donc c'est une grosse partie. C'est plus que ce que j'ai jamais vécu avant sans lui. Donc oui, c'est un changement de vie. C'est le plus grand changement de vie que je pourrais te citer. Sans dévoiler l'envers de cet enregistrement, je vous ai même surpris à vous demander un bisou avant le début de l'enregistrement. Ouais, voilà. Ça me rassure. Tu vois. Deuxième question, Amy, pour toi, le talent que tu aimerais le plus avoir? Je vais te répondre avec humour là-dessus. C'est pas forcément un talent, mais voilà, j'aimerais bien avoir plus de cheveux. J'aimerais bien avoir le sens de l'orientation. Ça m'éviterait de me perdre sur les trails ou de retrouver les toilettes. Hein. Enfin voilà, je suis une fille là-dessus. Hein, donc voilà, c'est mettre la carte dans le bon sens. Voilà, le sens de l'orientation et puis quoi d'autre, savoir faire d'autres sports que de courir. J'ai essayé de faire un tennis une fois et je me suis cassé une dent. Une dent? Ah oui, d'accord. Raquette dans la dent? Non, je suis tombée par terre. D'accord. Voilà. J'ai essayé de choper la balle, qui était très mal lancée d'ailleurs, et j'ai claqué, j'ai embrassé le sol. Bon. On m'a pas cru aux urgences, mais si. Dernière question, l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté? Pour le coup, je vais te dire mes enfants. Mes accomplissements. Voilà, c'est dans la vie d'une femme, surtout que moi, je pense que c'était ancré en moi. Je voulais être maman. J'ai 4 beaux enfants, 2 garçons, 2 filles. Donc je suis très fière. Et oui, ça c'est l'accomplissement de ma vie. Merci beaucoup, Amy. On va maintenant parler de ta course épique, les 100 km de Millau. Je vais donc les présenter. Donc les 100 bornes, comme disent les intimes de l'épreuve, c'est une épreuve historique qui a été créée en 1972. Elle fait office aujourd'hui de survivante, un peu dans le monde de la course à pied sur route. Face au succès grandissant du trail et fort de son demi-siècle d'existence, elle a su résister à toutes les modes. Si la distance du 100 km elle est entrée dans les mœurs aujourd'hui des coureurs, avec l'adjectif de course ultra, c'était loin d'être le cas dans les années 70, où la distance la plus longue dans la course à pied était le marathon. La jeunesse de cette course, c'est qu'en participant à une épreuve de 100 km qui était organisée en Suisse
en 1972 avec 2500 coureurs et une ambiance incroyable. Serge Cotreau, qui était professeur de sport à Saint-Affrique, a eu l'idée d'organiser une course similaire dans sa région parce qu'il avait vu à l'arrivée les mêmes sourires sur les visages des premiers et des derniers. Et je pense que ça l'a inspiré pour créer et dupliquer finalement ce format en France. Dans l'ultra sur route, le format 100 km, il a connu le plus de succès dans les années 90, puisqu'on comptait 22 épreuves à ce moment-là en France. Elles sont moins nombreuses aujourd'hui, mais ce qui n'a visiblement pas changé, c'est l'ambiance qui règne au sein de ce format 100 km. Il y a une véritable communauté de 100 bornards qui existe et dont tu fais partie aujourd'hui, entre autres, qui aiment à se retrouver à l'occasion de ces formats-là et ces diverses épreuves dont Millau est de loin la plus courue aujourd'hui. Pour parler un peu du parcours que tu vas nous faire vivre tout à l'heure dans tes baskets, il commence par une boucle de 42 km le long du Tarn, sur laquelle se dispute en même temps un format marathon. Le profil de la course est relativement plat sur la première partie, jusqu'au village du Rosier. Passé ce village, la seconde partie s'annonce un peu plus vallonnée. Et puis ce premier marathon, une fois avalé, vous êtes de nouveau à Millau et prêt à attaquer la suite. Là, ça se corse pas mal. Il y a un joli aller-retour de 57,8 km entre Millau et Saint-Affrique, avec des jolies côtes, dont le col de Tiac qui a fait souffrir bien des coureurs en 50 ans et accessoirement bon nombre d'accompagnateurs à vélo, puisque les accompagnateurs sont autorisés aussi sur cette course. Ce qui fait qu'en règle générale, voilà, les coureurs élites mettent 15 à 25 minutes de plus que sur un 100 km plat traditionnel sur ce 100 km de Millau. Pour conclure la présentation de cette course, il y avait 1300 coureurs sur l'édition à laquelle tu as participé en 2018. Un dénivelé, alors j'ai lu 1100, 1400, enfin voilà, on est dans cet ordre-là en tout cas de dénivelé et 19 ravitaillements sur la route. La course a été le support des championnats de France 3 fois jusqu'à aujourd'hui. C'est le passage redoutable de cet épisode, Amy. Un moment difficile, c'est la question qui pique. Okay. Je vais aller déjà droit au but. Il y avait un coureur mystérieux qui s'est inscrit il y a plusieurs années sous une fausse identité sur les 100 km de Millau. Est-ce que tu as une idée de pourquoi ? Et si c'est toi, c'est le moment de nous le révéler. Non, c'est pas moi. Je sais pas. Qui ça peut être ? Qu'est-ce qui pourrait justifier qu'il fasse ça sous une fausse identité ? C'est pas, je sais pas, un coureur connu. Alors, en fait, c'était l'ancien patron du GIGN. Ah, d'accord. Donc, voilà, non, là, j'aurais jamais su. Donc, tu as peut-être d'accord, donc il était. Sans savoir, il y a quel chrono alors ? Je ne sais pas, parce que son faux nom n'a pas été communiqué sur les sources que j'ai pu trouver. Oui, évidemment, ok. D'accord. Et j'ai trouvé un autre fun fact sur la course en 75. Il y a un des coureurs qui s'est aperçu au moment d'aller prendre la direction du départ, qu'il avait pris 2 fois le même pied, 2 chaussures du même pied. Oui, bah ça. Ouais, et donc voilà, il a fait quand même la course. Il a fait les 100 km avec, je sais pas si c'était 2 pieds droits, 2 pieds gauche. Il y a pire, parce que moi, sur le Millau que j'ai fait, il y a un coureur qui l'a fait avec des palmes. Ah, bien. Donc tu vois, là, il a battu ton coureur qui avait pris les 2 pieds de la même chaussure. Mais lui, il a choisi celui qui avait les palmes, peut-être pas choisi, le ouais. Il a choisi. Bon, désolé, Amy, j'ai mis haut la barre avec cette question qui pique, qui était pas très sympa. Ouais, un bel effort. 7 sur 10. On va parler maintenant de ta course épique. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont s'est présentée cette opportunité qui est arrivée finalement assez tardivement au cours de ta saison 2018, après un été qui a été assez riche en course de montagne? Vous êtes décidé assez tardivement avec Renaud à vous lancer sur cette course-là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse du projet et à quel point cette course, elle avait déjà peut-être pour toi une dimension un peu mythique et que c'était inscrit quelque part dans votre tête qu'un jour vous la feriez ou peut-être pas. Voilà, comment ça s'est décidé? Mythique par procuration, encore une fois, tu veux dire que Renaud est beaucoup présent dans les... mais c'est vrai. Si lui voulait, voilà, comme tu l'as bien résumé, Millau, c'est vraiment le mythe de la course de grand fond. Elle est historique, elle fait partie des créateurs de la course hors stade. Voilà, t'as l'esprit de Spiridon, c'est vraiment c'est une course renommée, réputée. Je pense que c'est la Mecque du 100 bornes. Et donc il avait toujours dit un jour, je ferai Millau. Renaud l'avait déjà fait les 100 km de Belvès, du temps où il courait sans moi. Et il avait dit, un jour, c'est obligé dans ma vie de coureur, je veux faire Millau. Donc Millau était dans un coin de sa tête et on avait décidé de la faire, peut-être, du coup en septembre 2018. Effectivement, on est pas mal allé à la montagne, on aime beaucoup la rando, on aime beaucoup aller vers Chamonix. Et on a fait le marathon, on a eu la chance d'avoir un dossard au marathon du Mont Blanc, sur lequel je suis tombée lamentablement au début du parcours. Je me suis explosé le genou, j'ai tenu à finir parce qu'on avait fait le déplacement, mais j'avais une fissure à la rotule, donc voilà, c'était une course à oublier. Donc voilà comment c'est. Il y a quand même beaucoup de choses comme ça sur les courses sur lesquelles tu as participé, Amy, j'ai l'impression. Ouais, Pierre Richard. Donc oui, à oublier, mais tu vois, je suis allée au bout parce que
voilà, t'es venu, tu t'es inscrit, c'est un dossard c'est un tirage au sort. T'es cap, voilà. Donc voilà, j'ai pleuré, mais j'ai fini. Et donc l'été était mal engagé. Donc après ça, il a fallu que je me guérisse un petit peu. Et puis au mois d'août, on avait nos vacances à la montagne. Moi, je m'étais inscrite à Sirzinal, donc ça a été le test. J'ai fait Sirzinal, qui est une super course aussi à faire. Encore une Je ne course connais mythique. pas, j'aimerais beaucoup y aller. Ouais. Encore une course mythique étalonnée sur le même parcours depuis des années. Tu peux même la faire en dehors de la course. Les fléchages restent en permanence tellement elle est connue et à faire. Et en plus, c'est une course avec une montée redoutable au début. Tu peux vraiment courir en montagne. C'est pas un trail où tu marches. Donc j'ai fait Sirzinal et c'était un petit peu un test. Et au retour des vacances, pour faire Millau, on s'était dit qu'il fallait quand même savoir faire un petit peu de long, avoir fait une bonne sortie longue. Donc le test a été les 4 heures de Montévrain, qui est une course du Nord Seine-et-Marne, donc pas très loin, dans mon département en tout cas. Et c'était le test. Voilà, si j'arrivais à tenir les 4 heures dans une allure correcte, en étant à l'aise, au retour on s'inscrivait à Millau. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai remporté les 4 heures de Montévrain et du coup, on s'est inscrit. C'était le deal, on s'inscrit aux 100 km de Millau. Mais c'est fin août, Montévrain, Millau c'est fin septembre. Je pensais que c'était être bien entraîné avec du recul. Je me dis que c'était quand même hyper short, mais c'est comme ça qu'on a validé notre inscription à Millau. Les 100 km, c'est une distance que tu avais déjà testée en ayant fait juste 2 semis, je crois, avant, c'est ça? Alors j'avais fait une fois un 100 km dans la première année où je courais en 2015. Je m'étais lancé le défi, parce que moi je suis toujours une Miss défi. Comme je m'étais qualifiée aux France, comme tu l'as dit tout à l'heure, de 10, de semi et de marathon, il m'en manquait un. Il manquait les France 200. Donc je me suis inscrite aux 100 km de Chavagne. Mais pour le coup, je l'ai fait sans aucune prépa. J'avais juste fait 2 semi-marathons en sortie longue. Je connaissais pas du tout la distance. Et ça a été épique. Mais voilà, je l'ai terminé en 9h45 quand même, et j'étais dans le top 10 au niveau de mon classement sur les championnats de France. Mais c'est une expérience digestive, musculaire, indescriptible. Je remonte un peu le temps, mais est-ce que, on l'a compris, la dynamique dans laquelle tu es, c'est vraiment celle du plaisir et pas de la performance. Est-ce qu'à un moment, quand même, tu as pu te poser la question de te dire... Et si j'avais commencé plus jeune, à 20 ans, est-ce que je m'étais consacré pleinement? Est-ce que j'aurais pu avoir une vie qui tourne beaucoup plus autour de la course à pied avec d'autres types d'objectifs? Est-ce que parfois tu as imaginé réécrire en tout cas une partie de l'histoire? C'est pas nécessairement ton tempérament, j'ai l'impression, mais voilà. Est-ce que tu as pensé? C'est une question que je me suis déjà posée. Si j'avais fait ces courses-là, pas à 40, 45, mais à 30 ans, j'ai pas la réponse. J'ai fait bien mieux. J'ai fait bien mieux. J'ai une jolie famille et je pense que ça vaut toutes les courses du monde. Donc, je n'ai pas de regrets. Cette course, il est possible d'être accompagné à vélo. Comment est-ce que tu peux nous parler de qui était censé t'accompagner à ce moment-là? Donc, en théorie, Renaud devait être là à tes côtés et courir. Renaud s'était inscrit pour la faire, bien sûr, puisque c'était son rêve. Et je pense que son rêve a été il s'est tellement mis la pression pour le coup là-dessus. Et contrairement à moi, le long me rassure parce que je sais qu'il y aura pas une intensité digne de celle du cross. Tu vas avoir le temps, si tu as besoin de marcher un petit peu, tu vas avoir le temps de te ravitailler. C'est pas grave, on s'en fout du chrono. C'est pour terminer. Et moi, le long me fait moins peur. Par contre, Renaud est terrorisé. Et je pense qu'il a fait un blocage psychologique. Voilà, le mardi avant, on faisait un petit footing, 2-3 lignes droites, histoire de juste faire 5-6 km le jour de la semaine de la compète. Et puis, il s'est fait mal. Il s'est fait mal à la cuisse. Je pense que c'est une contracture. J'en sais rien. En tout cas, il n'arrivait pas à courir. Alors, on a fait kiné, on a fait tout ce qu'on pouvait faire dans l'urgence un petit peu pour essayer de sauver sa course. Il n'y a rien à faire. Même sur place à Millau pour aller retirer les dossards, on a essayé d'y aller en trottinant. Ça passait pas, il avait mal et donc il n'a pas pris le départ des 100 bornes de Millau le samedi matin. Est-ce que toi, ça change? Tu es évidemment déçu et triste pour lui, bien sûr. Pour toi, est-ce que ça a un impact sur toi, ta motivation et sur la course que toi, tu dois mener? Alors, de toute façon, on avait nos dossards, on avait réservé notre petit logement. J'avais un copain Patrick, qui a été génial d'ailleurs,
que je remercie, qui avait été mon suiveur à vélo. Tout était organisé. Et voilà, on savait pas s'il le prendrait ce départ ou pas, puisqu'on a testé même sur place, ça pouvait peut-être passer, mais c'est pas passé. Donc il a dit c'est pas grave, on avait pris le vélo de toute façon, sachant que c'était juste, on avait pris un deuxième vélo pour lui. Et puis bon voilà, on n'a pas remis ça en jeu, on n'a pas remis une seule minute le fait qu'on fasse ou pas Millau. On s'est dit qu'on y reviendrait une autre fois. Ce qu'on a fait d'ailleurs cette année pour le 50e, pour qu'il puisse le faire. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a pris le départ en fait. Moi pour courir, Renaud en supporter à vélo et puis Patrick mon accompagnateur puisque oui sur le 100 bornes, surtout quand c'est une course un petit peu en ligne comme ça, qu'il n'y a pas de circuit, t'as besoin de manger, de boire très souvent et voilà on a un accompagnateur vélo qui est autorisé. Ta petite rasade d'eau. Ouais. Il fait DJ aussi je crois Patrick. Non. Moi j'avais demandé de la musique. Patrick c'est un excellent cycliste, heureusement parce qu'effectivement on en a vu des vélos arrêtés dans les côtes. Est-ce que tu peux nous parler des objectifs que tu avais sur la course et corollaire à ça, est-ce que tu avais un peu miné dans la liste des partantes et puis les autres concurrentes qui étaient présentes sur ce jour-là, est-ce que tu avais étudié la question? Oui, un peu, bien sûr. Je regardais un petit peu avant, mais j'avais pas trop de noms d'athlètes élites. Voilà, j'ai épluché un petit peu la liste, j'ai fait ma curieuse, j'ai un petit peu fouiné. Et puis l'organisation fait de même parce qu'avant ils te listent un petit peu les favoris, puis ils font un peu leur pronostic. Donc voilà, j'avais un peu trouvé la même fille favorite que l'organisation, c'était Sophie Patarin qui avait déjà fait un podium sur les championnats de France au 100 km, qui avait mis 9 heures, voilà, qui était favorite sur Millau. Donc voilà, j'ai checké sa photo, j'ai checké son parcours. Moi, j'avais pas les mêmes références évidemment sur le 100 bornes parce que j'ai fait que Chavagne, dont je t'ai parlé dans des conditions un peu cata et sans préparation, mais j'avais quand même acquis du fond, acquis un peu d'expérience sur marathon. J'avais mon podium aux France de marathon aussi à Tours. J'avais amélioré mon chrono depuis. Voilà, je m'étais rapprochée des 3 heures. J'avais fait 3h00 cette année-là. Et donc voilà, je me dis, écoute, garde confiance, t'as des qualités sur le long. Et le matin, sur la ligne de départ, sur Millau, c'est traditionnel, t'as une petite parade qui t'amène jusqu'à la ligne de départ. Et donc sur cette parade qu'on fait un peu en procession avec la fanfare, j'ai essayé de la repérer, je me suis placée à côté d'elle. Donc, comme par hasard. Total anonyme, moi. Oui, bah ouais. Voilà, mine de rien. Et j'ai dit, je vais voir. Voilà, j'ai encore une fois dans l'esprit de, est-ce que t'es capable, dans l'esprit du défi. Je dis, je vais essayer de voir si je reste à côté. Est-ce que je vais vite semer, est-ce que je m'accroche. Donc je pris le départ en fait assez basse, comme juste à côté. Donc ça y est, on est le vendredi 29 septembre 2018, c'est le grand jour. Il y a un petit paramètre qui vient se mêler à la course, qui est la chaleur. Est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour toi avant le départ? Oui, la chaleur sur le long, c'est dur à vivre parce que tu transpires beaucoup, ça peut mettre à mal tes capacités physiques. C'est problématique. À Millau, quand il fait chaud, t'avais pas un nuage dans le ciel, ça cognait vraiment. Et en plus, tu pars à 10h du matin, donc tu te prends vraiment de midi jusqu'à 16h les grosses chaleurs de la journée. Tu en profites bien. Ouais. À 10h, donc le départ est donné avec cette grande boucle à côté des rives du Tarn qui s'annonce. Tu pars à bon rythme donc avec Sophie dont tu nous as parlé, que tu gardes en visu, ainsi qu'une autre concurrente qui est en tête de course chez les femmes. C'est comment tes sensations là sur ces premiers kilomètres et avant le kilomètre 7, avant que tu puisses retrouver notamment Patrick? Ouais, les vélos nous attendent au 7e kilomètre puisque ça serait trop dense au départ. Bah écoute, moi j'ai qu'une préoccupation, c'est de me nourrir. Donc je suis partie avec un tout petit sandwich, là, les petits sandwichs Picard, pain suédois. Je sais que en plus moi digestivement je suis fragile, donc je sais qu'il faut que je mange au début tant que la fatigue est pas trop là, tant que tu arrives à manger et que ton ventre est pas à l'envers. Donc si tu veux tenir, je pense à la fin, au bout de 7-8 heures de course, il faut avoir pris des réserves avant. Donc en fait j'ai pris mon petit sandwich, je mangeais, je buvais. Et juste à regarder un petit peu mon allure parce que tu te crames très vite, parce que courir vite, tout le monde sait le faire, hein. Mais bon, après, ça te brûle toutes tes forces pour la suite, tu brûles dans tes réserves et voilà, je regardais un petit peu mes allures, puis j'étais bien. De la bonne gestion. Mm. Et sur la partie alimentation, donc c'est récurrent, le problème que tu peux rencontrer sur ça. Tu t'as identifié qu'au-delà d'un certain nombre de kilomètres ou de distance, tu ne peux plus rien manger ou ça devient compliqué? Je me suis habituée en fait. Je sais très bien que
qu'au bout de c'est mon timing, ça. Au bout de 3-4 heures, régulièrement, je vomis. Voilà, ceux qui font du long savent très bien. Et j'ai appris ça d'ailleurs à Chavagne. Il y a un monsieur qui s'appelle Roland, que je pense être un Roland très connu, Roland Vulmeno, qui était sur le bord de la route et il m'a jeté, mais là pour le coup dans un état épouvantable. Je n'arrivais plus à boire, j'avais plus rien faire, je marchais. Il m'avait dit, si tu as envie de vomir, c'est ton cerveau te signale que tu as envie de vomir. Vomis, fais-toi vomir. Donc voilà, je te passe les détails. Et en fait, une fois que le cerveau a compris que tu t'es débarrassé de ce qui te gênait, ça repart. Donc en fait, je m'inquiète pas du tout. Ça m'arrive. Et puis ensuite, en fait, tu peux reboire et remanger. Donc voilà, j'avais fait un petit programme à Patrick qui regarde bien sa montre parce que lui, c'était son job de me donner une petite gorgée, un petit peu à boire toutes les 5 à 10 minutes. Des mini-quantités. Les mini-quantités, ça passe. Les grosses, ça passe pas. Mais régulièrement, en gros. Mais régulièrement, des apports tout le suivis. temps. Ouais. Tu prends ensuite la tête de la course au 28e kilomètre. Comment est-ce que se passe ce passage-là jusqu'au kilomètre 42 où donc un premier passage à Millau où tu vas arriver finalement quelques secondes derrière Sophie. Les sensations sont comment? Oui, en fait, on est au coude à coude. En fait, tu dis la tête, mais on était. Je pense que ça dépend comment on a passé comment la puce s'est passée. Voilà, c'était un coup elle, un coup moi. La personne qui était partie devant, elle était partie, je pense. Voilà, c'était juste pour se faire plaisir au début. On avait repéré qu'elle était trop en force pour tenir. Donc on était au touche-touche, moi dans mes allures, commençait à faire bien chaud quand même quand on est arrivé à Millau. Alors ce marathon, il est plat entre guillemets, en fait pas tant que ça, hein. T'as quand même, c'est des bonnes, il y a quand même des montées et des descentes, il est usant. Je sais parce que je l'ai refait cette année sur le 50e pour juste le marathon et je me souvenais pas qu'il était aussi vallonné. Voilà, donc en fait, on arrive au Millau, à Millau, au coude à coude avec Sophie, elle quelques secondes devant, on est ressortis ensemble du ravito. Là, c'est aussi le moment où démarre une autre course. Est-ce que tu appréhendes aussi ce qui se dessine devant toi et notamment ce terrain qui est un peu comme toi, joueur? En fait, comme tu dis, ça, c'est vraiment la course qui démarre. Il faut pas arriver au marathon fatigué. Ça démarre là. Ça démarre là. Alors, c'est un profil de course qui change complètement. Comme tu l'as décrit, c'est là pour le coup les grosses difficultés avec la montée au viaduc, la redescente. Et c'est que des montées et des descentes qui durent plusieurs kilomètres. C'est pas des petits coups de cul, quoi, entre guillemets. Les montées font mal, mais les descentes sont réputées compliquées à gérer aussi. Et puis ensuite, tu as la fameuse montée sur Tiergue aussi, qui est encore pire au niveau des nivelés, et la descente qui fait bien 7 km vers Saint-Afrique. Un beau programme. Le lieu de naissance de Stéphane Diagana, si j'ai bien suivi. Exactement, mon invité de l'épisode précédent, l'épisode est sorti aujourd'hui. Ouais. Tu vas connaître un petit coup de moins bien ensuite dans la montée du viaduc avec Sophie qui va un peu prendre le large. Est-ce que tu en fais ton parti? Enfin, tu vois, est-ce que tu es là aussi en bonne gestion et tu restes très sage? Oui, tout ce que je me t'ai dit au début, t'essayes de suivre, voilà, t'essayes de rester dans sa foulée. Et là, là, ça a été un peu moins facile pour moi. J'avais en ravito, j'ai appris un peu, mais j'avais pris des gels trop sucrés et puis c'était au niveau de mon timing, la mauvaise période au niveau digestif. Donc j'ai subi un petit peu. J'ai eu mon traditionnel mal de cœur. Donc je me suis fait un petit peu distancer dans la montée vers le viaduc et surtout dans la descente après. J'ai essayé de gérer moi mon effort. Pour le coup, je me suis remis vraiment dans ma course. Voilà, c'est le fait de bien te connaître qui t'a aidé à appréhender ça avec beaucoup de sagesse et sans paniquer. D'accepter en fait le mieux que je puisse faire en fait. Moi c'est le mieux que je pouvais faire et je me suis dit t'as peut-être rêvé un petit peu. Maintenant deuxième c'est très bien. Accroche-toi. De toute façon il n'y a pas de miracle. Quand tu un coup de moins bien, t'as un coup de moins bien. Quoi que tu fasses, faut prendre le temps. C'est ce que j'ai fait. Je me suis mis dans ma bulle. J'ai géré ma course, du coup, 100% pour moi. Et je pense que c'est le fait d'être peut-être plus à l'écoute de mes sensations à ce moment-là qui a fait que c'est reparti ensuite. Voilà, j'ai pu peut-être ralentir un tout petit peu, m'autoriser à boire, à me recentrer sur mon propre rythme. Surtout dans cette T'es très entourée aussi, tu sens, j'imagine. Enfin, il y a la présence de Patrick, il y a les enfants par téléphone interposé, il y a Renaud qui est pas loin. Patrick, il est au top. Il gère ça d'une main de maître. Il est à fond dans la course, à fond dans la gagne entre guillemets, parce que lui,
c'est pareil, c'est un compétiteur. Donc, il a été très, très aux petits soins pour moi. Renaud, j'ai vu des photos de lui avec des fumigènes, ouais. Voilà, tu as fumé et toi-même. des banderoles de 15 mètres, let's go, Amy. Presque. Voilà, puis Renaud, du coup, il avait les enfants régulièrement au téléphone. Alors, il leur dit, ouais, maman, c'est un peu plus dur, là, mais elle s'accroche. Donc, voilà, ça remonte le moral. Je leur ai dit, mettez la musique, voilà, faites tout ce qui peut me faire m'évader un petit peu et puis oublier que ça va pas trop. Et puis, j'ai fait cette portion est difficile en plus. J'ai continué mon bout de chemin, mais c'est une portion de faux plat montant qui est redoutable entre la fin de la descente du viaduc et puis le début de la montée sur Tiergue. Là, t'as une dizaine de kilomètres qui sont en faux plat montant non-stop. Il fait super chaud à ce moment-là. Et c'est là que se font les écarts en général. Alors, tout ce moment-là, je me suis recentrée, je me suis ravitaillée, et puis j'ai revu la silhouette de Sophie au loin. Et ça m'a réveillée. Moi, je me suis accrochée, et comme quand t'as en ligne de mire, en fait, un objectif, ça a rallumé toutes mes lanternes, hein. Donc tu as rattrapé Sophie. Ensuite, tu as eu un petit geste très sympathique pour elle d'ailleurs au passage et des encouragements. Elle avait l'air visiblement en difficulté. Je pense qu'elle a peut-être trop donné, trop donné, j'en sais rien. Peut-être voulu marquer la différence ou la distance entre moi et elle pour se mettre bien dans sa première place. Comme je te dis, le faux plat, là, il pardonne pas, il fait vraiment mal. Moi, quand j'ai commencé à la distinguer, j'avais pris le temps de faire de récupérer un petit peu, de ralentir un petit peu mon rythme. Et puis, j'étais plutôt dans le mieux. Tandis qu'elle était en train de décliner, je pense, je suis pas à sa place, mais je pense qu'elle était en train de connaître un coup de moins bien. Et quand je l'ai vue, du coup, j'ai vu que je me rapprochais d'elle. J'ai même dit à Renaud et Patrick, ça m'a réveillée, comme je te dis. Je dis, vous éteignez la musique. Je veux pas qu'elle m'entende. Je veux pas qu'on m'entende. On reste derrière. Je veux pas qu'elle sache que je suis là. Je vais m'approcher doucement. Sans me mettre dans le rouge. Et là, le côté joueuse était revenu, entre guillemets. Je regardais pas le chrono ni rien, mais c'était juste histoire de, retenter la place. Et puis, tout s'est joué, en fait, au fameux virage qui marque la montée vers le col de Tiergue, qui est un col en lacet. Et elle s'est arrêtée avec je pense que c'était son entraîneur, son suiveur à vélo. Elle s'est arrêtée, elle s'est appuyée contre une petite borne qui était à cet endroit-là. Et puis c'est le moment où je l'ai passé, donc oui, je pouvais que l'encourager. Je veux dire, j'étais pas presque déçue qu'elle s'arrête, quoi, tu vois, mais je venais de remonter et je dis allez Sophie, accroche-toi. Et puis après moi j'étais encore dans ma course, donc une fois que j'ai fait ça, j'ai continué ma course, j'ai entamé mes scoles et je me suis dit maintenant Amy, si tu veux prendre la tête, il faut la prendre. Donc je lui dis maintenant le seul truc c'est qu'elle ne te voit plus que tu disparaisses de son champ de vision. Et je me suis forcée du coup à creuser l'écart à ce moment-là, que moi au premier lacet je disparaisse et j'ai eu du mal après dans cette côte, hein. J'ai eu des crampes. C'est le moment où là la tête elle prend le relais sur le corps. C'est à ce moment-là. C'est ça. La tête prend le relais, le côté compétiteur un petit peu gagne aussi. Tu te donnes tous les moyens. Tu sens que Patrick à côté de moi, c'est pareil, il en voulait. Donc j'ai vraiment fait cette montée pour le coup dans le dur. La montée du col, j'avais une crampe dès que je touchais le sol. Je me suis accrochée et elle est un peu interminable, hein. Et puis c'est pas tellement plus simple derrière en plus avec la descente vers Saint-Afrique. En fait, elle m'a fait du bien. Alors que pour beaucoup de coureurs, ça casse les muscles. En fait, moi, le fait de changer de position de pied, de foulée, m'a vraiment fait du bien. Par contre, je sentais que j'étais fragile là, au niveau musculaire et je me souviens à la fin de la descente, j'ai dit à Patrick d'aller voir s'il n'y avait pas des kinés à Saint-Afrique parce que je crois j'avais repéré un peu sur le guide qu'il y avait une grande salle où on pouvait avoir un massage. Voilà, donc il est allé là en ambassadeur, il a fait le job, il est allé à fond, et puis il est revenu, il m'a dit oui, il y a des kinés, c'est bon, ils t'attendent. Donc là, on est aussi au kilomètre 71 pour situer pour les auditeurs du podcast. Donc tu arrives avec une confortable avance, donc tu es plutôt sereine. Je sais pas qu'elle a abandonné encore, mais je l'ai appris un peu après. Et donc tu en profites pour faire cette petite pause qui te rebooste, j'imagine. Là, alors, on est au point le plus bas du parcours, donc je sais qu'il y avait la grosse montée qui m'attendait après, et puis tout le retour, hein, toutes les difficultés à faire à l'envers. Donc les kinés, ils ont été top, là. Ils m'ont pris, j'ai dit,
Je dis, je suis désolée, je vais pas rester longtemps. S'il y en a pour avoir un sur chaque jambe, c'est les mollets. Et voilà. Ils m'ont mis quoi, même 2 minutes. Mais franchement, ça m'a fait un bien fou. Et de couper un petit peu la micro-pause et puis le fait voilà, des massages sur les jambes, Reboot c'est Salvatore. reparti. Ouais. Donc là, ce qui se dessine devant toi maintenant, c'est la boucle dans le sens inverse. Donc en soi, ça peut être un peu terrifiant parce que tu vas passer par les mêmes endroits dans l'autre sens. Mais il y a une chose qui est appréciable, c'est que ça veut aussi dire que tu vas croiser les coureurs de la course, en tout cas tous ceux qui étaient derrière toi à ce moment-là, c'est-à-dire quand même la plupart, parce que tu devais avoir 25-30 hommes devant, pas plus, et que tu as pu croiser ensuite tous les autres coureurs. C'est un moment aussi très chaleureux et qui t'a, je crois, beaucoup porté. Ouais, comme tu dis, t'es sur le retour. Et sur le retour, en fait, on croise l'intégralité de la course. Et là, tout le monde est déjà dans au 70e kilomètre, donc dans un effort qui est relativement long. Il y a une vraie solidarité entre les gens. Et je sais pas, pour la première fille, moi c'est moi qui l'ai ressenti comme ça, mais il y avait une tendresse particulière. Tous ils t'applaudissent, ils te disent bravo. J'ai entendu mon prénom même, donc je pense qu'il y a des gens peut-être qu'on connaissait. Et ouais, t'es sur un nuage là tout le retour. Ça te fait oublier un peu les kilomètres. J'ai fait une belle remontée du coup vers Tiergue, la descente sous les bravos aussi. Je sais, tu voles quoi. Ouais, c'était génial. J'ai bien vécu mes descentes. Et ensuite, t'as le faux plat descendant qui te remène vers la montée sur le viaduc. Pas simple. Ça descend. Donc mais la montée ensuite, ouais. Ouais. Donc là, le faux plat descendant, tu commences à voir, ça se dessine parce que j'ai à la fin au ravitaillement de Saint-Georges, il y a les motos de l'organisation qui ont commencé à se porter à ma hauteur. Et de dire au vélo, faites bien attention de rester derrière puisque t'as pas le droit de suivre ton vélo. C'est lui qui te suit. Donc là, tu dis mince, putain, je suis en tête de Millau. Donc tu commences à y penser, ça devient concret. Il y a la remontée sur le viaduc, c'est une belle journée qui se termine, le soleil couchant qui t'as les rayons. J'ai vu une photo de ce moment incroyable. Ce coucher de soleil avec toi et le viaduc là. Ce moment est incroyable. Je la partagerai sur les réseaux. T'as la remontée qui est dure quand même. J'ai encore un petit coup de moins bien, mais bon, j'ai fait cette montée en courant quand même avec la moto qui te filme. Donc tu te dis tiens-toi bien. Voilà, la petite nausée ou le reste c'est fini. Hein. Ça m'est jamais arrivé moi d'avoir une moto qui me filme. Je sais pas si tu te rends compte un coureur amateur, t'es là devant, t'as la moto comme ce que tu peux voir à la télé chez toi. Presque quoi, t'as la moto de la Fédé, enfin des officiels et puis cette moto qui retransmet ton image dans la salle de Millau. Ouais, donc c'est un peu un truc de fou là. C'est le moment où je me suis un peu vue sortir en fait pas de mon corps, mais je me suis vue. Voilà, moi anonyme, je dis mais c'est toi, Émile, là, qui est en train de courir. Donc c'est quelque chose de bizarre quoi. Et ça te porte, ça a vocation à te porter ou ça t'a plus perturbé, déstabilisé en tout cas? Non, ça m'a ému, c'est vraiment un moment particulier où tu vis un truc qui est pas réel pour toi. D'ailleurs, même aujourd'hui encore, j'ai du mal à réaliser. Donc voilà, c'est un peu irréel. Et à côté, tu t'autorises à penser à la victoire à ce moment-là ou t'es très concentré? Je suis un peu obligée parce qu'à côté de moi, les gars, ils sont pris limite en train de sabrer le champagne, quoi. Ils s'occupent plus de moi. Ça y est, elle est en tête. Ils ont récolté 2 autres gamins qui voulaient suivre la course. Ils sont en train de papoter. Ils sont déjà en train de fêter le truc. Alors plusieurs fois, je leur dis, je suis pas fini encore. Ça vous gêne pas, je cours. Et non, tu te dis, moi, tant que c'était pas fait, j'ai vu des gens s'écrouler au 98e. Il restait quand même plus de 10 bornes là-haut, donc non, c'est pas fini. Il y a des bordures de trottoir, je pouvais tomber, je pouvais recramper. Il pourrait m'arriver n'importe quoi. Tu sais, les gens qui sont vidés de leur force et qui tiennent plus debout, tu vois cette image des gens sur la ligne d'arrivée, ça pouvait m'arriver encore au 95e. Donc non, tant que c'était pas fait, que j'avais pas franchi cette ligne, que j'étais pas sur le tapis vert, il fallait que je reste concentrée. Tu arrives en fanfare dans Millau, je pense avec Patrick qui finit peut-être d'être aphone à ce moment-là, à hurler à tout le monde de laisser la place et en te présentant comme la première féminine. Ouais, je suis déjà, t'as la fatigue, t'as l'émotion. Il avait sorti son sifflet en plus, Patrick, il avait vraiment tout prévu. T'arrives un peu dans la circulation et il avait sorti son sifflet. Donc j'étais pas loin avec les fumigènes tout à l'heure finalement. J'avais pas à rire, mais il sifflait sur les ronds-points. Il faisait allez, poussez-vous, tu vas pas très vite non plus. Hein. C'est un rythme de 100 bornards, donc. Mais bon, il était à fond.
Il y a un moment très fort en émotion ensuite, qui est ton arrivée au bien nommé Parc de la Victoire, qui est à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le rituel qu'il y a autour de ce moment-là, et puis surtout toi, comment tu l'as ressenti? Il y a le premier moment fort en émotion, c'est quand, juste un petit peu avant l'arrivée au parc, Patrick et Renaud me quittent parce qu'ils veulent être là dans la salle pour l'arrivée, donc ils sont obligés de prendre un petit peu d'avance et les vélos ne peuvent pas emprunter l'allée qui te mène au parc de la Victoire. Donc ils m'ont laissé, ils m'ont dit là, écoute, on te retrouve là-bas. Et là, tu te retrouves tout seul avec toi-même là. Et puis là, tu te dis, ça y est quoi, ça va être là l'arrivée. Donc en fait, c'est une des seules fois, contrairement à d'autres courses où j'ai profité en fait de cette fin. J'avais personne derrière, elle était à plus d'une demi-heure et putain, j'étais en train de gagner Millau. Donc ouais, c'était un peu un truc de fou. Donc là, tu pars déjà avec toute cette charge d'émotions, de trucs irréalisables qui est en train de se réaliser. Et puis l'entrée dans le parc de la Victoire, tu franchis une grande grille, un métallique, et il y a tout un chemin qui mène vers la salle où se tient l'arrivée. Et les enfants des clubs de la Clé du Coin, ils ont tous un petit maillot bleu ciel et ils ont comme coutume, comme rituel d'accompagner le premier homme ou la première femme jusqu'à la ligne d'arrivée. Et j'ai réalisé un petit peu avant, j'ai dit que tu vas rentrer avec l'envolée d'enfants. Donc là, c'est un truc un peu complètement fou. Et je me suis dit, essaye de pas pleurer, quoi. Ça va être... c'est toi qui vont accompagner. Et jamais je me serais vue arriver... deuxième, c'était pas le cas, tu vois. Et là, première de milieu, t'es accompagné des enfants et voilà, c'est complètement réel. Ouais, donc j'avais une grosse boule dans la gorge. J'ai dit, t'effondre pas tout de suite. Et c'est une arrivée qui restera vraiment émouvante. J'ai encore du mal à la revoir sans pleurer, donc un grand moment très fort. Ouais. Ouais, on sent ton émotion, ceci dit, moi aussi ça me prend aux tripes. Et tu as presque envie que ce moment-là dure, parce qu'habituellement quand on en a plein les bottes un peu à ce niveau de kilométrage-là. Est-ce que toi tu as envie de le figer, enfin qui dure encore et encore, parce que c'est tellement puissant? Il est hors du temps. Ouais, il est hyper fort. Il est hors du temps. En même temps, j'ai tellement besoin de lâcher mon émotion à ce moment-là. J'essaye de pas craquer tant qu'ils sont là, d'arriver. À la fois j'en profite, à la fois j'ai tellement envie de retrouver, de serrer dans les bras Renaud, de vivre cette arrivée. Non, c'est indescriptible. Et de boire le champagne que Patrick avait presque sorti quelques minutes avant. Ouais, j'ai pas été capable de boire, non mais. Tu boucles la course en 9h41 minutes et 26 secondes, donc à la première place, tu finis 28e au scratch. C'est quoi ce que tu ressens au moment où tu franchis cette ligne d'arrivée? Est-ce que tu arrives à vivre pleinement le moment et tu réalises ce que tu viens d'accomplir, ou tu es un peu comme tu nous le disais, une dizaine de kilomètres de l'arrivée, un peu au-dessus de toi ou à côté de toi, observer ça d'un regard un peu extérieur, ou c'est tellement surréaliste? Les deux à la fois, ouais, tellement surréaliste. Je peux pas dire que je l'ai pas vécu pleinement, je l'ai vécu pleinement, vraiment dans les tripes, quoi. Je l'ai vécu pleinement, et à la fois je réalise toujours pas que moi, Émilie, qui a commencé la course à pied il y a 4 ans, qui suis juste une petite coureuse comme plein de gens, ça s'est pu m'arriver de gagner les 100 km de Millau. Il y a une célébration, j'ai découvert ça en me documentant sur la course, qui est un peu à ton image, je trouve, pleine de retenue et de simplicité. C'est qu'il n'y a pas de prime, il n'y a pas de podium, il n'y a pas de coupe. Non, on est tous vainqueurs à Millau. On est tous vainqueurs. Ouais. C'est très beau, je trouve. J'avais jamais entendu ça, en tout cas. Oui, je l'ai appris aussi. Je l'ai découvert quand on a préparé cette course et quand on est arrivé à Millau. Effectivement, on est tous vainqueurs. C'est quoi, selon toi, les clés de ta réussite sur la course? Qu'est-ce qui a fait que ce jour-là, ça s'est passé aussi bien pour toi? Écoute, j'avais allumé la petite case dans ma tête. Je crois en fait au destin de ce qui t'amène là ce jour-là. Et si tout est aligné, tu te laisses porter et puis ça le fait. Donc pour moi, c'était... J'en ai peut-être rêvé avant quand j'ai regardé la liste des concurrentes. Et puis ça l'a fait. J'ai des qualités sur le long. Je me sens mieux sur ce type de distance. Je pense que je suis beaucoup plus sans burn-out, même qu'une marathonienne. Voilà, j'aime le long. J'aime cette simplicité de la course. Il y a une concurrence qui est uniquement contre soi-même, en fait. Pas forcément contre les autres. Voilà, chacun vit sa course. Chacun vit des choses qui vont être fortes. Chacun va se dépasser. C'est plutôt une course avec toi-même. Et aussi collectivement, le fait d'avoir eu Patrick et Renaud, j'imagine que tout ça au fil de la course a été central aussi. Ça, c'est un truc qu'on va partager. Ils ont été des éléments
indispensable. Patrick, il a été au top voilà, je le connais parce il est du département d'à côté, parce qu'on s'est commis à travers quelques courses, mais voilà, sans plus. Et donc, je me suis dit, est-ce que ça va accrocher? Des fois, tu sais, quand t'es pas bien ou dans le dur, il faut vraiment que la personne, elle soit là et elle te connaisse par cœur. Voilà, Renaud, il connaît. Mais voilà, est-ce que quelqu'un d'autre il a fait le job, mais comme un as. Voilà, il a été au top tout le temps, discret, au service, parfait. Donc oui, je lui dois beaucoup. Amy, qu'est-ce que cette course, elle t'a appris sur toi? Qu'est-ce qu'elle m'a appris sur moi? Il faut croire en soi. Là où j'ai pas forcément confiance en moi sur beaucoup de choses, en fin de compte, voilà, quand tu peux être capable, faut oser le faire. Et puis après, moi, j'aime bien aller au bout des choses. Donc, ça m'apprend sur moi que je suis capable d'honorer, voilà, d'aller au bout de ce que j'entreprends. Une seule image à retenir de ces 100 km de Millau, c'est jamais très facile. C'est comme question. Est-ce qu'il y en a une qui te vient en tête plus particulièrement, que tu figes à jamais? C'est la redescente du viaduc. Moi, je pense au coucher de soleil, comme tu dis, c'était un peu magique, quoi. C'est ce moment-là où je me suis vue, j'ai réalisé que j'étais en tête, je me suis vue en tête de Millau. Franchement, en plus, il faisait beau, c'était une photo de rêve, quoi. Les rayons du soleil du soir, c'était rosé. T'as ce viaduc qui est quand même superbe. Et puis, t'es là, toute petite, avec ses motos c'est comme ce que j'ai mis, mais sur les réseaux, là, sur ma petite page, en arrivant chez, oups, ça, j'ai gagné Millau. Quoi, j'ai gagné Millau. J'arrive toujours pas. Redis-le encore, ouais. Ouais. Tu devrais le mettre dans ta cuisine, en gros, ou dans le salon. Non. Non, mais pour réaliser, pas pour parader, mais pour réaliser. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une chose que tu aimerais partager? C'est peut-être en lien avec les enseignements que tu as partagés avec nous juste avant, mais peut-être pour les femmes plus particulièrement qui nous écoutent et qui pourraient se reconnaître en tout cas dans ton parcours de vie ou dans le quotidien qu'elles connaissent. Est-ce que toi, à la hauteur de ce que toi tu as vécu et de ta propre expérience, est-ce que tu as des enseignements ou des choses à leur donner pour peut-être décomplexer cette envie ou faciliter en tout cas l'envie d'essayer, d'oser? Ouais, il faut oser, il faut se permettre, il faut s'autoriser de prendre du temps pour soi. Ne serait-ce que ça, s'autoriser à prendre du temps pour soi, parce que c'est pas forcément facile. C'est quelque chose qu'on va toujours mettre après des contraintes. Et puis croire en soi aussi, parce que quel que soit le défi qu'on veut se relever, l'ampleur de l'objectif, je dis, on est tous le champion de quelqu'un d'autre. Donc, je veux dire que tu fasses un marathon en 4 heures, en 5 heures ou autre, si tu t'autorises à le faire, t'en es capable. Je pense que tout le monde peut être capable, en tout cas, de prendre du temps pour soi et puis d'oser le faire et d'oser croire en soi et puis d'être satisfait après d'avoir réussi. Merci beaucoup, Amy, d'avoir partagé avec nous cette course qui était vraiment épique et incroyable et extrêmement émouvante. On va parler un peu d'avenir. Est-ce que tu sais de quoi sera faite ton année 2023? Est-ce qu'il y a déjà des grands rendez-vous sportifs? Est-ce qu'il y a déjà des choses que tu as actées pour cette année? Ou est-ce qu'on a la possibilité de te recroiser, de te voir incognito sur la ligne de départ? Alors, j'ai pas ma boule de cristal. J'aimerais bien en avoir une. Mais ouais, j'aimerais bien... Pour tout te dire, j'étais inscrite aux 100 km d'Amiens cette année et j'avais super bien préparé. Je voulais faire enfin un chrono parce que la Millau, je l'ai pas fait pour le chrono. J'avais pas d'ambition de chrono. J'ai pris mon temps sur le retour. Le chrono, il est anecdotique, mais là, je voulais en faire un sur un parcours plus plat, plus roulant, un peu plus pour la performance. J'ai eu le Covid une semaine avant. Donc, c'est tombé à l'eau. Ça m'a vraiment mis la fin de saison un petit peu par terre. Je suis quand même allée faire le marathon de Deauville parce qu'on s'était engagé sur les France avec Renaud, mais je n'étais pas encore remise. J'ai chopé la grippe entre deux. Enfin, moi, la cata à la fin de l'année. Donc là, j'aimerais bien me retenter un 100 km roulant en espérant que la forme revienne parce que j'ai coupé un peu du coup. Après Amiens, j'ai pas pu prendre le départ. Les microbes de la fin d'année, j'ai posé un petit peu. J'avais besoin de prendre le temps de vivre tout simplement, voilà. Parce que quand tu es déçu d'un truc, après, voilà. Moi, c'est pas le centre de ma vie, donc la course à pied n'est qu'un plus, donc faut que ça reste positif. Donc là, voilà, j'aimerais bien refaire un 100 bornes pour le chrono, et puis j'ai essayé un 24 heures depuis Millau. Je trouve que c'est aussi un monde, les circadiens, là, c'est plus les 100 bornards, un monde incroyable. Alors c'est un sacré défi, c'est dur à tenir, mais j'aime ces allures et je veux en refaire un peu plus solide que le premier, si c'est possible, dans la continuité du 100 bornes. Quel chemin depuis ta première parisienne?
Ouais, c'est clair. Ouais, c'est fou. Tu vois, c'est une autre vie qui commence après celle de maman, de sage-femme. Ben voilà, j'ai couru. Merci beaucoup, Amy. Dernière question de cet épisode, c'est le motto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise à partager avec nous qui te serait particulièrement chère Une devise, je sais pas, ouais, une devise. On va rester dans le domaine du jeu. Moi, je te dirais, après avoir vécu un peu ce que j'ai vécu, ce qu'on a pu partager ensemble, tu vas reconnaître le slogan, mais 100% des gagnants ont tenté leur chance. Voilà, c'est ce que je pourrais te dire. Tentez votre chance, osez. Voilà, osez mettre un dossard, osez juste vous faire plaisir, et puis ça peut être que positif. Merci, Amy. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Je n'ai pas vu le temps passer. Ça fait 1h30 qu'on échange ensemble. Je voulais te dire que j'avais été très touché par ton histoire, par nos échanges préliminaires à cet entretien. Puis aujourd'hui encore, il y a eu beaucoup d'émotions. Voilà, et puis ton histoire est fascinante. La partie course, mais toute l'histoire, enfin tout ce qui te fait ce que tu es aujourd'hui, tout ce que tu as vécu au fil de ta vie. J'avais déjà été très touché par le message que m'avait adressé Renaud, puisque c'est lui qui m'avait écrit il y a quelques mois pour me parler de ton parcours de vie. Et puis on y sentait beaucoup d'admiration et d'amour au détour de chaque mot. Et c'était aussi très touchant dans l'approche. Et ça a suscité beaucoup d'intérêt de ma part et de curiosité. On se parle que maintenant, mais en tout cas, l'intérêt avait déjà été là. Et voilà, j'espère que ton histoire va contribuer à décomplexer, à motiver, à révéler des envies parfois tues ou un peu contraintes de nos auditeurs. Et puis les aidera et les incitera à passer à l'action, à se faire confiance, à se donner la chance de s'accomplir par le sport, un pas après l'autre. On n'est pas obligé non plus de gagner les 100 km de milieu dans cette deuxième phase de vie sportive. C'est pas tant ça le sujet. Il se trouve que tu l'as réussi, mais c'est loin d'être ce qui est le plus essentiel. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est d'oser, d'essayer et puis de se l'autoriser, se le permettre. En tout cas, voilà, tu es la merveilleuse démonstration que tout est possible pour qui veut bien croire et ose. Et ça, je pense que c'est un très bel enseignement à partager. Merci pour nos échanges et c'est génial que tu puisses t'adresser à Stéphane Diagana la semaine dernière et à une toute petite coureuse de Seine-et-Marne comme moi aujourd'hui et partager ça. Et ça me fait plaisir et si je peux avoir contribué à donner confiance à d'autres femmes ou à d'autres personnes, c'est génial. Écoute, ça a été un immense plaisir, une immense chance de te recevoir, vraiment. Merci. À très vite. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique. Évidemment.